Il était 23h51 dans mon appartement parisien quand mon téléphone s'est allumé. Un email de ma mère. Nathalie. L'objet disait simplement « l'atelier ». Mon cœur s'est serré. L'email était court. Chloé, Kevin et moi avons décidé de vendre l'atelier à ses investisseurs. J'ai besoin que tu signes les papiers pour renoncer à ta part de copropriété issue du testament de ton père. C'est pour mon avenir. Trahison. Froide et instantanée, avant même que je puisse l'assimiler. Un second email est arrivé. Celui-ci provenait d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. Au nom de notre client, Kevin Le Goff, nous sommes autorisés à vous offrir une somme de 10 000 € pour votre renonciation complète et immédiate à toutes vos prétentions. 10 000 € pour tout le travail de la vie de mon père, Michel. Vous êtes-vous déjà senti comme un étranger dans votre propre famille ? Surtout lorsque l'héritage d'un être cher est menacé. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais savoir si nous partageons ce sentiment. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas senti la bouffée de colère que j'attendais. À la place, une clarté froide et tranchante s'est installée en moi. Ce n'était pas un drame familial. C'était une tentative de vol. J'ai ignoré l'insulte des 10 000 €. À minuit 3, exactement 12 minutes après l'email de ma mère, j'étais au téléphone avec Robert Fournier, le plus vieil ami de mon père et l'avocat de notre famille. Je suis tombée sur sa messagerie vocale. Je n'ai pas hésité. Robert, c'est Chloé Morvan. Je suis désolée pour l'heure, mais ça y est. Ils essaient de vendre l'atelier. Ils sont en rupture de contrat. Je parlais calmement, ma voix stable. Activez la clause artisanale immédiatement. Gelez toutes les transactions. Tous les actifs. Je prends le premier vol pour Brest demain matin. J'ai raccroché. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai réservé un aller simple de Paris à Brest. Et puis j'ai ouvert mes fichiers cryptés. Vous voyez, ils avaient commis une erreur critique. Ils pensaient que j'étais la fille qui avait pris ses distances, celle qui était partie vivre dans la grande ville pour devenir une architecte à succès et les oublier. Ils avaient oublié que j'étais aussi l'architecte silencieuse. Ils avaient oublié qui avait co-signé le prêt d'agrandissement initial avec mon père, Michel, quand aucune banque ne voulait lui accorder de temps. Ils avaient oublié qui avait épluché les contrats juridiques avec lui. Qui avait dessiné les plans de la nouvelle aile et qui avait insisté sur cette petite clause en béton, la clause artisanale, une petite disposition que j'avais glissée, spécifiant que la propriété ne pouvait être utilisée que pour de l'artisanat de maître sur mesure. Elle interdisait légalement toute production de masse, toute contrefaçon bon marché. C'était un garde-fou conçu pour protéger l'art de mon père d'un monde qui valorisait la vitesse plutôt que l'âme. Je n'aurais jamais imaginé que je devrais l'utiliser pour le protéger de sa propre femme. Ils avaient aussi commodément oublié les 3 dernières années. Après la mort de papa, ma mère n'arrivait pas à gérer les finances. L'atelier, son héritage, était à 2 mois d'une vente aux enchères fiscales. J'ai reçu l'avis. Je ne l'ai pas appelé. Je ne lui ai pas fait la morale. J'ai juste payé. 12 000 € virés depuis mon compte parisien. Je payais les impôts fonciers en secret depuis lors. Ils me voyaient comme la fille qui était partie. Ils étaient sur le point de rencontrer l'associé qui ne l'avait jamais fait. Mais les 12 000 € pour les impôts, c'était juste de l'entretien. Ce n'était pas le véritable investissement. Ce qu'ils avaient vraiment oublié, ce qu'ils avaient si facilement effacé de leur mémoire, c'était la restauration structurelle de 85 000 € que j'avais financée il y a 4 ans, juste après la mort de papa. Et juste avant que Kevin ne se glisse dans la vie de ma mère. Papa et moi l'avions conçu ensemble. Il appelait ça le projet Fondation. Il savait que l'atelier principal, construit dans les années 1940, se dégradait. L'air marin rongeait les poutres de soutien principales. Le toit s'affaissait. C'était un maître charpentier de marine, mais pas un ingénieur. Moi, si. J'ai pris l'avion 3 week-ends d'affilée. J'ai fait des études structurelles, dessiné les plans d'architecte et engagé les entrepreneurs moi-même. Et j'ai tout payé. 85 000 €. Ce n'était pas un cadeau. C'était un investissement dans notre héritage commun.
J'ai envoyé les factures acquittées à ma mère. Une trace écrite claire, pensant que je protégeais son avenir, notre avenir. J'étais naïve. Je pensais protéger l'atelier du monde extérieur. Pas de ma propre mère. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé. C'était Nathalie. Ma mère. J'étais dans un taxi depuis l'aéroport. La côte bretonne balayée par le vent défilait par la fenêtre. J'ai répondu. Ce n'était pas un bonjour. C'était un cri perçant. Chloé, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Robert Fournier a gelé les comptes. Les investisseurs de Kevin sont furieux. Il va perdre l'affaire. Tu es en train de tout détruire. J'ai gardé une voix parfaitement égale. Je protège ce que papa a construit. Ce que papa a construit? Ricana-t-elle, sa voix dégoulinant d'une panique que je ne lui avais jamais entendue. Papa n'est plus là, Chloé. Il s'agit de mon avenir, de ma vie. Tu as ta belle vie à Paris. Qu'est-ce que ça peut te faire? Avant que je puisse répondre, le téléphone a été attrapé, j'ai entendu une voix masculine étouffée et en colère. Kevin. Tu te crois maligne, n'est-ce pas? Petite peste. Sa voix était pâteuse à cause du whisky, même à 9 heures du matin. Tu crois que tu peux débarquer comme ça avec ton avocat? Cet atelier est à moi. C'est moi qui le fais tourner. Le couler, tu veux dire? Dis-je. La froideur de ma propre voix me surprenant. Tu vas le regretter, a-t-il grondé. Tu n'auras rien. Tu m'entends? Rien. La ligne est devenue silencieuse. Je suis restée assise, le téléphone vibrant dans ma main. La colère n'était toujours pas brûlante. Elle était cristalline. Elle était précise. 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, une notification de Facebook. Ma grand-mère, Suzanne, m'avait identifiée dans une publication. Elle venait de ma mère, une publication publique sur le groupe de la petite ville. C'est si triste, écrivait-elle, quand les enfants oublient qui les a élevés, quand ils deviennent si pleins de succès et si froids qu'ils essaient de voler l'avenir de leur propre mère. S'il vous plaît, priez pour nous. Nous sommes attaqués par notre propre famille. C'en était fait. C'est à ce moment-là que le dernier fil de mon obligation filiale s'est rompu. Elle ne l'avait pas seulement choisi lui plutôt que moi. Elle l'avait choisi lui plutôt que la mémoire de mon père. Et elle venait de me donner la permission de mener une guerre totale et sans compromis. J'ai atterri à Brest et j'ai retrouvé Robert Fournier à son cabinet. Il n'était pas seulement un avocat. Il était comme un oncle pour moi. C'est lui qui me portait sur ses épaules lors des pique-niques du chantier naval. Maintenant, son visage était grave, mais ses yeux étaient vifs. Chloé, dit-il en faisant glisser un épais document sur son bureau. Tu as eu raison d'appeler, et tu étais plus intelligente à 19 ans que la plupart des gens ne le sont à 50. Il a pointé un paragraphe surligné en jaune. La clause artisanale. Elle est magnifique. La propriété sera utilisée exclusivement à des fins d'artisanat de maître sur mesure. Toute production de masse ou vente de produits préfabriqués sera considérée comme une rupture matérielle de cet acte. Robert s'est adossé. Kevin Le Goff n'est pas un charpentier de marine. C'est un assembleur de kits. Il achète des coques en fibre de verre bon marché à l'étranger et les fait passer pour des conceptions inspirées de Morvan. Ce n'est pas de la création. La validation était froide, nette et satisfaisante. Donc, l'injonction tient, dis-je. Ce n'était pas une question. Elle tient, confirma Robert, mais pour gagner le procès, nous devons prouver les dommages, pas seulement la rupture de contrat, mais la profanation de l'héritage que la clause était censée protéger. Alors nous devons faire un audit, dis-je. Ma voix était celle d'une architecte. Un audit juridique. Nous avons conduit jusqu'à l'atelier, la maison de mon enfance. Je n'y étais pas retournée depuis 4 ans. Pas depuis l'arrivée de Kevin. La maison elle-même semblait négligée. Les moulures sur mesure que papa avait fraisées lui-même s'écaillaient. Le jardin avait été remplacé par du gravier. Mais c'est l'atelier qui m'a glacé le sang. Kevin était là, debout près des portes de la baie, une bière à la main.
Il a eu un sourire narquois en me voyant. L'héroïne conquérante est de retour. Tu viens voir à quoi ressemble une vraie entreprise? Je l'ai ignoré. Mes yeux balayaient la pièce. J'avais l'impression de marcher sur une scène de crime. Où est-il? Demandai-je, ma voix dangereusement calme. Où est quoi? Le tour. L'établi de papa. Celui qu'il avait construit avec le mât récupéré de l'Albatros. Kevin a fait un geste avec sa bière vers un tas de chutes de bois dans le coin. Ce vieux machin a pourri. J'ai dû l'arracher. Ça a fait de la place pour le nouveau poste de finition. Il a montré une table en aggloméré bon marché, tachée de vernis appliqué à la va-vite. J'ai sorti mon téléphone, pas pour pleurer, pas pour crier. J'ai ouvert l'appareil photo. Robert, dis-je d'une voix clinique. S'il vous plaît, documentez. J'ai commencé mon audit. Les outils forgés à la main de mon père, ceux que son père lui avait donnés, avaient disparu du mur, remplacés par des outils électriques bon marché à manches en plastique. Le panneau perforé où il avait dessiné le contour de chaque outil au marqueur noir était vide. Les magnifiques poutres en chêne apparentes au-dessus de nos têtes, celles que j'avais aidé à poncer et à huiler, étaient recouvertes d'une couche épaisse hideuse de peinture grise. Et dans la baie principale, là où la coque à moitié finie d'une goélette sur mesure était restée pendant une décennie, le chef-d'œuvre inachevé de mon père, elle avait disparu. À sa place se trouvaient 3 coques de bateaux à moteur identiques en fibre de verre, les kits bon marché mentionnés par Robert. L'air sentait la résine toxique et les solvants chimiques, pas la sciure et le cèdre. Ce n'était pas de la négligence. C'était une extermination. Il ne se contentait pas de gérer une nouvelle entreprise. Il effaçait délibérément toute trace de mon père. Il n'est pas seulement en rupture de contrat, dis-je à Robert, assez fort pour que Kevin entende. J'ai photographié la peinture bâclée, le sol endommagé là où l'établi avait été arraché. Il commet une escroquerie. De l'artisanat volé. Il utilise le nom de mon père, Bateau Morvan, pour vendre cette saloperie. Le visage de Kevin est devenu violet. Tu ne peux rien prouver du tout. C'est le progrès. On verra, dis-je en me tournant vers Robert. Obtenez une comptabilité complète. Je veux savoir où se trouvent tous les plans originaux de mon père. Et je veux savoir où est passé chaque centime de la vente de ces outils. Je me suis retourné vers Kevin. Vous auriez dû accepter les 10 000 euros. Je pensais que le combat concernait la clause artisanale. Je pensais que je me battais simplement contre un escroc pour une rupture de contrat. J'avais tort. C'était bien pire. Robert m'a appelé ce soir-là à mon hôtel. Sa voix était différente. L'avocat calme et posé avait disparu. Il semblait secoué. Chloé, j'ai trouvé. Ce n'est pas juste une rupture de contrat. C'est du pénal. Je me suis assise. Que veux-tu dire? Le prêt de restauration de 85 000 euros, dit-il, la voix tendue. L'argent que tu as viré il y a 4 ans, il n'est jamais allé aux entrepreneurs. Kevin l'a intercepté. Je ne pouvais plus respirer. Il l'a volé. Il a fait mieux, dit Robert, sa voix empreinte de dégoût. Il a convaincu ta mère de payer les entrepreneurs avec ses propres économies, en lui disant que c'était juste un problème de trésorerie à court terme. Puis il a pris tes 85 000 euros et les a utilisés pour payer ses dettes de jeu personnelles. Mais ce n'est même pas le pire. J'ai attendu, les jointures de mes doigts blanches sur le téléphone. Il a utilisé la propriété libre de dette, celle dans laquelle tu venais d'investir, pour contracter un nouveau prêt professionnel de 85 000 euros. Il a de nouveau hypothéqué l'héritage de ton père. Mais il ne peut pas, dis-je, mon esprit s'emballant. Je suis copropriétaire. Je n'ai jamais rien signé. Il a imité la signature de ta mère sur les documents du prêt, dit Robert doucement. Et Chloé, les registres de la banque montrent qu'il a aussi essayé d'imiter la tienne. Ils ont remarqué que les signatures ne correspondaient pas, c'est pourquoi il a dû s'adresser à un prêteur privé. Mais l'intention est là. C'est de la fraude bancaire, du faux et usage de faux, du vol. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Il ne s'agissait pas de fibres de verre bon marché.
C'était un complot systématique pour vider notre famille de sa substance et vendre ses os. Comment? Murmurai-je. Le mot était à peine audible. Comment a-t-elle pu laisser faire ça? Comment a-t-elle pu être si aveugle? J'entendais le soupir de Robert. Elle n'était pas aveugle, Chloé. Elle était piégée. Et c'est la partie la plus difficile à comprendre, n'est-ce pas? On regarde des gens comme ma mère, Nathalie, et on crie, « Comment as-tu pu être si stupide ?» Mais ce n'est pas de la stupidité. C'est un piège psychologique. Ça s'appelle la dépendance affective. Quand mon père est mort, il n'a pas seulement laissé un trou dans sa vie. Il a laissé un vide de validation. Elle n'a pas seulement perdu un mari. Elle a perdu tout son sentiment d'identité. Et puis Kevin est arrivé. Charmant, attentionné, lui donnant à nouveau le sentiment d'exister. Le temps que son masque tombe, le temps que l'alcool et les mauvais investissements commencent, elle était déjà trop engagée. Sa peur d'être à nouveau seule était plus forte que sa peur de lui. Il l'a isolée, lui disant que sa famille s'en fichait, que je m'en fichais. Il lui a fait croire qu'il était la seule chose qui se dressait entre elle et la solitude totale. Ce n'est pas de la faiblesse, pas comme on l'entend. C'est une forme d'impuissance acquise. On devient tellement convaincu qu'on n'a pas d'autres options qu'on arrête simplement de se battre. On devient une victime consentante, un co-signataire de sa propre destruction, juste pour avoir quelqu'un avec qui dîner. Je comprenais, mais comprendre et pardonner sont deux choses très différentes. Il n'a pas seulement escroqué une banque, dis-je à Robert, la clarté froide revenant. Il s'est attaqué à une veuve en deuil. Il a ciblé ma famille. Chloé, que me demandes-tu de faire? Déposer plainte, dis-je, pour tout. La rupture de contrat, l'action civile en dommages et intérêts, et la plainte pénale pour faux et usage de faux et escroquerie. Envoyer le dossier complet au procureur de la République. Plus de négociations. La guerre venait de changer de nature et j'allais y mettre un terme. La confrontation finale était organisée. Robert, les gendarmes locaux, dont un qui avait connu mon père toute sa vie, et moi sommes arrivés à l'atelier. Ils étaient là, comme Robert l'avait prédit. Kevin et Nathalie n'emballaient pas. Ils déménageaient, essayant de charger du matériel et des kits de bateau en fibre de verre sur une remorque avant que l'injonction complète ne soit signifiée. Ils liquidaient les actifs. Kevin nous a vus. Son visage, déjà rouge à cause de l'alcool, est devenu d'un violet tacheté. « Toi » a-t-il hurlé en me pointant du doigt. « Tu n'as rien à faire ici. C'est ma propriété. J'ai des investisseurs qui attendent. »« Ceci n'est pas votre propriété, dis-je. » Ma voix était basse et ne tremblait pas. Je suis sorti de la voiture, tenant un seul dossier. Le gendarme se tenait à côté de moi, sa main reposant calmement sur sa ceinture. « J'ai un accord. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon entreprise, » a crié Kevin en s'avançant vers moi. « Ça n'a jamais été votre entreprise, » dis-je en brandissant le seul document que Robert avait imprimé. C'était la sienne. Je lui ai laissé voir les mots surlignés. La clause artisanale. Celle que mon père et moi avons écrite. Celle que vous avez violée à la seconde où vous avez amené cette camelote en plastique sur sa propriété. L'injonction est absolue. Vous êtes en rupture de contrat depuis 3 ans. Les yeux de Kevin ont fusé vers le gendarme, puis vers moi. Il ressemblait à un animal acculé, mais avant qu'il ne puisse bondir, ma mère est sortie en courant de la maison. Son visage était un chaos de larmes et de panique. Elle m'a attrapé le bras. « Chloé, non. S'il te plaît, ma chérie, ne fais pas ça. » Je l'ai regardée, mon visage de pierre. « On va tout perdre, » a-t-elle gémi, sa voix se brisant. La maison, l'atelier. On n'aura plus rien. Kevin essayait de nous construire un avenir. Ça, dis-je en montrant les coques en fibre de verre bon marché, ce n'est pas un avenir. C'est une profanation. S'il te plaît, a-t-elle supplié, s'agrippant à ma veste. Si tu m'as jamais aimé, fais ça pour moi. Fais-le pour ta mère. C'en était fait. C'est à ce moment-là que l'air est devenu immobile. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et pour la première fois, je n'ai pas vu ma mère.
J'ai vu une étrangère. Je ne fais pas ça contre toi, Nathalie, dis-je, ma voix tranchant ses sanglots. Je fais ça pour papa. J'ai libéré mon bras. Je me suis détournée d'elle vers le gendarme et lui ai tendu le second dossier que je portais. Le plus épais. Voici l'ordonnance du tribunal, monsieur le gendarme. Et ça, dis-je en tapotant le classeur, c'est la plainte pénale. Ce sont les preuves de la fraude bancaire, du faux et usage de faux, et du vol d'un prêt de 85 000 €. Le visage de ma mère est devenu blanc. Kevin s'est contenté de regarder fixement. La compréhension se faisant jour, trop tard. Le gendarme a regardé la première page, puis Kevin. Kevin Le Goff. Vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie et faux et usage de faux. Ce fut comme si un barrage cédait. Kevin a explosé. Il n'a pas seulement résisté. Il a ragé, hurlant des insultes contre moi, contre ma mère, contre le gendarme, me traitant de. Eh bien, vous pouvez deviner comment il m'a appelé. Pendant que le gendarme le menottait et lui lisait ses droits, Kevin me menaçait encore. Tu n'auras rien. Je brûlerai tout avant de te le laisser. Le gendarme l'a simplement poussé à l'arrière du véhicule. Ma mère, elle, s'est effondrée. Elle s'est affaissée sur l'allée de gravier, sanglotant. Un son brisé, vide. Je ne l'ai pas regardée. Je ne pouvais pas. J'ai tourné la tête et regardé au-delà d'elle, dans l'atelier. J'ai juste fixé l'espace vide sur le sol. Les taches d'huile et les trous de boulons où l'établi de mon père avait été pendant 30 ans. L'endroit où il m'avait appris à utiliser un compas, à respecter le grain du bois. Le cœur de tout l'atelier, arraché et vendu à la ferraille. J'ai pris une inspiration. Adieu, Nathalie. Et j'ai fait demi-tour, je suis montée dans ma voiture et je suis partie, la laissant là, au milieu des ruines. Kevin a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Faux et usage de faux, vol, escroquerie. L'histoire d'artisanat volé qu'il avait soigneusement construite en ville s'est effondrée du jour au lendemain. Le journal local a publié un article sur l'escroc qui a tenté de voler l'héritage du chantier naval Morvan. Il a été condamné à 7 ans de prison ferme. Ma mère, Nathalie, n'a pas été inculpée. Robert et moi en avions débattu, mais au final, le procureur l'a considérée comme une victime d'abus financiers et émotionnels. Elle était brisée. Avec le départ de Kevin, le brouillard de sa dépendance affective a finalement commencé à se dissiper, remplacé par une vague écrasante de honte. Elle a emménagé chez sa sœur, ma tante. Et pour la première fois de sa vie, elle a commencé une thérapie. Notre relation n'est pas réparée. Je ne sais pas si elle le sera un jour. Mais ce n'est plus toxique. J'ai passé le mois suivant en Bretagne, pas dans la maison, mais dans l'atelier. L'odeur de résine chimique et de peinture bon marché était écrasante. J'ai engagé une équipe. Et nous avons commencé la purge. Nous avons arraché les tables en aggloméré. Nous avons décapé la peinture grise des poutres en chêne. Nous avons frotté les sols, essayant d'effacer les taches d'huile de son assemblage de kits de mauvaise qualité. C'est le dernier jour, en balayant un tas de débris sous les lames du plancher principal, que mon balai a heurté quelque chose de solide. Une planche mal fixée. Mon cœur s'est emballé. J'ai pris un pied de biche et je l'ai soulevé doucement. En dessous, enveloppé dans de la toile cirée et niché dans une petite cavité sur mesure dans les fondations, se trouvait le rouleau d'outils de mon père. Ses ciseaux forgés à la main, ses maillets aux manches personnalisées, la jauge de traçage qu'il avait fabriquée en laiton et en palissandre. Les outils que Kevin prétendait être de la ferraille pourrie. Il ne les avait pas vendus. Il n'avait simplement pas été assez malin pour les trouver. Je me suis assise sur le sol poussiéreux, tenant l'acier froid dans mes mains, et j'ai enfin pleuré. J'ai regardé autour de moi l'atelier vide et propre, et j'ai pensé à mes 11 années passées à Paris. Pendant si longtemps, j'avais porté cette culpabilité lourde et aiguë d'être partie. Je me disais que j'étais la fille froide, celle qui avait abandonné sa famille, celle qui s'était enfuie. Mais assise là, tenant l'héritage de mon père dans mes mains, j'ai réalisé la vérité. On nous apprend que la loyauté envers la famille est absolue, que couper les ponts, même toxiques, est la trahison ultime. Mais parfois,
partir n'est pas un acte d'abandon. C'est un acte d'autopréservation. Ce n'est pas fuir quelque chose. C'est courir vers la seule version de soi-même assez forte pour survivre. Je devais partir. Je devais aller à Paris. Je devais devenir une architecte à succès. Je devais construire ma propre armure, ma propre richesse, ma propre force. J'ai dû passer 11 ans à me forger en une arme pour que, le moment venu, je puisse revenir et mener la guerre qu'il m'avait déclarée. Ma distance n'était pas une faiblesse. C'était mon entraînement. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'au seul établi qui avait survécu, la table à dessin que mon père et moi avions construite ensemble. J'ai déroulé ces plans originaux dessinés à la main pour la goélette qu'il n'a jamais pu finir. L'encre était toujours nette, les lignes précises. Et juste à côté, j'ai déroulé les miens, une nouvelle série de plans. Ceux que je concevais dans ma tête depuis une décennie. Le cartouche était simple. L'Institut de l'artisanat d'art Michel Morvan. L'atelier était silencieux. Ce n'était plus un tombeau. C'était une fondation. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner. Mais plus important encore, je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que la vraie justice? Est-ce la punition ou la restauration? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous et j'adorerais connaître votre point de vue.